Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode sur les bases de l'analyse technique. Ouais, le dernier. Je suis content d'avoir fait cette série, je pensais pas y arriver parce que mine de rien il y a quand même 16 épisodes, c'est-à-dire que quand j'essaie de me remettre un peu dans le truc, c'est-à-dire que depuis septembre, 16 fois d'affilée je me suis dit allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, on va parler de ça, etc. 16 fois d'affilée où je me suis dit allez, je vais monter cette vidéo. 16 fois d'affilée où je me suis dit hey, on va l'exporter. Enfin mine de rien, je sais pas, je pensais pas pouvoir le tenir jusqu'au bout. Et surtout en aussi peu de temps, mine de rien, donc je suis quand même assez content. Mais bon, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi de parler de quelque chose que j'aimais bien, d'une manière générale. Si ça ne m'intéressait pas, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de vous en parler avec la même énergie. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a énormément poussé à continuer cette petite série. C'est quelqu'un qui me suit depuis le début. Salut à toi, j'espère que ça va bien. Voilà, t'es là depuis le début et moi ça me fait vachement plaisir que j'ai quelqu'un avec qui partager tout ça. Justement, et moi ça m'a fait énormément plaisir parce que t'es tout le temps là, t'es très dynamique, tu réponds à mes commentaires de temps en temps, donc bon, moi ça me fait énormément plaisir de voir que justement quelqu'un est là pour m'écouter. Merci beaucoup à toi, ça m'a beaucoup motivé et continue à me suivre parce que c'est pas la fin. Derrière je parlerai de plein de trucs, j'ai plein de petites idées, de petites choses à dire, etc. Bref, deuxième chose aussi, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin j'essaierai d'expliquer comment est-ce que vous de votre côté vous allez pouvoir continuer à creuser un petit peu dans cet univers des analyses techniques, peut-être même des cryptoactifs d'une manière générale, parce que c'est sûr qu'une série de 16 épisodes c'est pas suffisant. Non, il faut continuer à creuser dans cette dynamique si ça vous intéresse et je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir continuer ça. Bref, dans tous les cas tout ça on verra à la fin. Aujourd'hui on va parler d'une figure chartiste qui est très intéressante, qui s'appelle la TAS-séance, d'accord? Alors la TAS-séance, je crois que je vous en avais parlé très rapidement il y a de ça quelques temps. La TAS-séance, c'est quoi? C'est une figure qui ressemble à peu près à une tasse et une anse, et c'est une figure qui part vers la hausse en fait, c'est une figure haussière. Du coup la TAS-séance c'est effectivement une figure que vous allez retrouver pas tous les jours, parce que c'est une figure qui met un peu de temps à se mettre en place, vous allez voir. Elle n'est pas non plus évidente à la confirmer. D'accord, mais bon, elle est quand même très intéressante. Moi, je l'aime bien. Je pense que c'est l'une de mes figures préférées, je pense. Et voilà. Donc, en gros, l'idée, comme d'habitude, on a une ligne de coup, ok, qui cette fois-ci va jouer le rôle d'une résistance, ok. Imaginez donc un cours qui est en train de stagner, et puis là, d'un coup, hop là, il entre dans une dynamique plutôt haussière, d'accord. Il va venir toucher cette résistance, et là, hop là, force vendeuse, on commence à tomber, d'accord? On tombe et on vient former justement la tasse, d'accord? On va revenir tester cette résistance une deuxième fois, on va venir toucher la résistance, puis ensuite de nouveau vendeur pour former la anse, d'accord? La tasse et la anse. Là, on a la figure, ok? Juste ici, on a la tasse, juste ici, on a la anse, d'accord? Une fois arrivé ici, on va pouvoir potentiellement observer une cassure, ce qui va venir confirmer notre figure, d'accord? On va donc être de nouveau sur une petite dynamique haussière, et éventuellement revenir tester la résistance, mais cette fois-ci en tant que support, avant de partir à la hausse, d'accord? Alors, comme d'habitude, hein, je ne vais pas forcément le redire, mais le fait de retester une résistance, c'est pas systématique, on peut très bien partir directement à la hausse. Ça dépend du cas de figure, d'accord? Y a plein de choses qui vont venir la définir et pour une fois, ça va pas être exclusivement autour des volumes, d'accord? Il y a trois choses qui vont être très importantes pour remarquer en quelque sorte une TAS-séance, d'accord? Première chose, c'est qu'il faut avoir un grand mouvement haussier en amont, ok? Si vous n'avez pas de grand mouvement haussier ou même de mouvement baissier, genre si par exemple typiquement le cours avait fait ça, ça aurait été un petit peu plus compliqué quand même, vous voyez? Non, il faut vraiment un mouvement haussier pour lancer en fait cette séance. Deuxième chose très importante, cette hauteur-là, on va l'appeler la hauteur I, ok? La hauteur d'impulsion, ok? La première tasse, il faut que la distance entre la tasse et la résistance soit inférieure à 0,5 fois I, d'accord? Alors, c'est un peu particulier. En gros, l'idée, c'est juste que si... Je vais vous faire en haut à gauche pour vous montrer un petit peu pourquoi. Si vous avez, par exemple,
voilà votre petite phase haussière au début, vous touchez la résistance et vous formez une première tasse, par exemple comme ça, avant de faire votre anse. En fait, là, ça n'a plus rien à voir, ok, d'accord. Vous partez de ce point-là et vous avez une phase haussière comme ça. Et par contre, c'est baissier beaucoup plus bas, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Tout ça pour dire, c'est peut-être pas forcément parlant, mais en gros, l'idée, c'est que vous appliquez votre hauteur I à l'intérieur de votre tasse, d'accord. Et il faut pas que cette hauteur I ici, je vais appeler ça la hauteur H. Bref, il faut pas que votre hauteur H représente plus de 50% de la hauteur I, d'accord. Et pareil pour la anse, là ça va être pareil, je vais la noter, petite h, tiens, pourquoi pas petite h. Et pareil, la hauteur petite h, elle doit être inférieure ou égale à h sur 2, d'accord. Pareil, il faut pas que la hauteur de la anse représente plus de 50% de la hauteur grand H, d'accord. Parce que pareil, sinon vous n'êtes pas vraiment sur une tasse et anse, mais plus sur un gros W, ok. Pour les mêmes raisons. Alors je sais que là c'est peut-être un petit peu technique, je commence à noter des sortes d'inégalités un peu partout, mais vous en faites pas, en fait je suis navré si c'est pas très parlant ou si j'explique mal, mais en vérité c'est comme ça en fait, d'accord. Mais bon, c'est pas très important, d'accord. Et dans le cadre de cette vidéo, j'ai fait énormément de recherches, d'accord, parce que de base je voulais essayer d'être un peu plus précis au niveau des targets, parce qu'à chaque fois que je vous parle des targets, c'est rare que ça les respecte réellement. Et donc du coup justement je voulais confirmer ça avec la tasse séance. Et j'ai trouvé plein d'informations qui sont hyper intéressantes sur l'état séance et que je ne connaissais pas forcément. Donc en fait l'idée d'une tasse séance, comme je vous ai expliqué, c'est qu'on a une résistance ici, d'accord, qu'on appelle la ligne de coup. Et si vous avez une ligne de coup légèrement haussière, donc je vais le faire en haut à gauche, si par exemple vous avez une ligne de coup comme ça, que vous allez faire une fois la ligne de coup puis une autre fois, alors dans ce cas là, quand vous allez venir casser cette ligne de coup, ça va être très 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 haussier, d'accord. Vous allez peut-être même aller au-delà de votre target. Alors la target, je vais vous la montrer après, d'accord. Deuxième chose, et ça je suis plutôt d'accord avec ça, lorsque vous avez ce pullback, d'accord, venir retester le support, en règle générale, c'est-à-dire que le mouvement haussier après qui va suivre ici sera beaucoup moins important que s'il n'y en avait pas eu, d'accord. C'est une remarque comme on peut l'avoir effectivement, parce que bon, si vous cassez la ligne de coup et que c'est directement haussier et que vous partez très très fort, souvent c'est quelque chose de très très dynamique. Alors que si quelques jours, quelques semaines après, vous revenez tester le support, c'est que bon, on n'est pas face à une force vendeuse très très dynamique, d'accord. Donc c'est pour ça que effectivement, je suis plutôt d'accord sur le fait que lorsque vous avez un pullback à la cassure de la ligne de coup, vous ne serez pas sur une dynamique acheteuse, enfin une hausse très très importante, d'accord. Et en ce qui concerne les targets, alors en temps normal, j'ai vu que vous appliquez juste la hauteur H, d'accord, la hauteur de la tasse en elle-même. Et en fait, ce qu'il disait globalement, c'est que c'est rare que ce soit la hauteur H qui soit réellement applicable, en fait, d'accord. Donc, ce qu'il disait sur l'article que j'ai lu, et je trouvais ça assez intéressant, c'est que pour des raisons évidentes, et je suis content qu'il y ait enfin cette prise de conscience au niveau des targets, c'est que on va pas appliquer la hauteur H, mais on va appliquer plutôt la hauteur H sur 2, d'accord. Parce que c'est rare qu'on fasse exactement la même chose. Bon, souvent la target elle n'est pas atteinte, et en particulier sur des tas séances, parce que les tas séances c'est vraiment très 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 haussier quoi au final. Donc typiquement sur ce genre de figure, si vous devez prendre position, et c'est ça qui est assez intéressant, moi je sais que souvent sur ce genre de figure, je prends position plutôt dans cette zone là en fait, d'accord. Plutôt vers la anse de préférence. Et j'avais lu quelque chose d'assez intéressant sur ce même article, c'est que c'est plus intéressant de prendre vos positions au niveau du pullback plutôt que directement dans la anse. Parce que quand vous êtes dans la anse, si vous voulez, la figure n'est pas encore validée, d'accord. La figure n'est pas forcément validée, par contre, une fois que vous avez cassé la ligne de coup, au moment où vous refaites votre pullback, c'est quasiment sûr, d'accord. Donc effectivement, quand vous commencez à prendre des positions dans la anse plutôt qu'au niveau du pullback, certes, vous allez faire plus de profit. Par contre, si vous prenez des positions au niveau du pullback, vous allez prendre beaucoup moins de risques en fait, parce que la figure elle est validée.
la figure elle est validée, vous savez que vous êtes quasiment sûr que ça va être plutôt haussier, alors que lorsque vous êtes au niveau de la anse, bon bah c'est un peu plus dur à savoir, ok? On n'est pas sûr à 100%. Donc c'est là où on va faire une grande différence entre le profil risqué et le profil pas risqué, d'accord? Bref, je vais pas forcément continuer là-dessus, je vais directement vous montrer un exemple. Donc pour cet exemple, je vous ai pris le cas de figure, donc maintenant c'est un peu vieux quand même. Ouais non, ça va, mars 2021. Mars 2021, on avait une tasse séance qui était sur PancakeSwap, d'accord? Donc sur Cake. Donc là, je vous ai déjà mis les annotations. Effectivement, là, juste ici, on a la ligne de coût au niveau des 19 $, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement cette grande tendance haussière, d'accord? Cette grande phase haussière. On vient percuter, on va venir se cogner contre cette résistance. On va former juste ici notre première tasse. Alors là, la tasse, elle est particulièrement jolie. Je trouve que la figure ici, elle est jolie, quoi. Elle est bien. Elle est correcte, d'accord? Vous avez formé votre première tasse. Juste ici, vous avez votre hauteur H, d'accord? Vous allez revenir tester la résistance. Ok, vous allez vous faire rejeter. Et ensuite, vous allez partir la hausse. Et chose qui est assez intéressante, c'est que notre nouveau target, donc la target de la moitié de la hauteur H, a été parfaitement bien respecté, d'accord? Ici, vous avez... Alors non, parce que je ne me rappelle pas que ce soit ça. Je vais essayer de prendre vraiment le point bas. Tac. Voilà, à peu près 90%, d'accord? Et quand on va venir appliquer au niveau de notre cassure notre target, 90%, donc au niveau des 45, ouais, bah c'est ça. On est à peu près dans les targets, quoi. Ça fait sens, d'accord? Donc bon, c'est un peu plus précis que juste appliquer la hauteur H. Oui, d'ailleurs, je vais quand même vérifier. Ouais, bon. On verra ça ultérieurement, c'est pas grave, d'accord? C'est donc tout pour la tasse séance. Voilà, c'est une figure que moi j'aime bien, je l'apprécie énormément. Et bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à prendre? Je vous ai montré un petit peu les indicateurs, je vous ai montré un petit peu des sortes de figures dites chartistes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on fait pour continuer à apprendre? Parce que je sais très bien que c'est pas forcément évident. Moi aussi, j'avais voulu passer à cette étape supérieure, d'essayer d'apprendre énormément de choses, mais par où commencer? Qu'est-ce qu'on cherche concrètement? C'est un peu compliqué, du coup je vais essayer de vous indiquer un peu comment essayer d'en apprendre plus là-dessus. Alors en fait il y a plein de moyens différents d'en apprendre plus sur le monde des analyses techniques, des cryptos, des choses comme ça. Ce que vous pouvez vous dire directement, c'est de passer par une formation, d'accord? Je vais vous raconter une histoire. J'avais trouvé un leak d'une formation, donc d'un analyste que j'aimais énormément. J'ai regardé sa formation et il se trouve que j'ai pas appris énormément de choses, d'accord? Donc j'ai appris des trucs qui étaient hyper intéressants, mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais réellement payé la formation, j'aurais quand même eu ce sentiment de m'être fait arnaquer, ok? Et c'est ça le problème des formations dans le secteur un peu des cryptoactifs, des analyses techniques, etc., etc., c'est que la plupart des formations que vous allez trouver, soit elles sont trop chères par rapport à ce que ça vaut réellement, soit elles sont plutôt frauduleuses. Pour une raison très simple, c'est que bon, je sais pas si vous avez à peu près le même sentiment que moi, mais moi je trouve que le nom Bitcoin, le nom crypto-monnaie, etc., ça sonne vachement un peu comme une arnaque aujourd'hui, et moi je trouve ça assez dommage. Mais oui, non, effectivement, les formations dans ce milieu-là, contrairement à d'autres milieux comme par exemple comme l'immobilier, par exemple, les formations, je sais qu'elles sont plutôt bien, ok, mais les formations que vous allez trouver sur les crypto-actifs, par contre, elles valent pas le coup. Mais donc du coup, si on passe pas par une formation, comment on peut s'améliorer? Alors la deuxième chose que je pourrais vous dire éventuellement, c'est YouTube. Alors YouTube, c'est très très intéressant. C'est vraiment vraiment intéressant. Par contre, faites très attention, mais vraiment très attention aux personnes que vous suivez, ok? Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une introduction d'une autre vidéo, mais effectivement, ça arrive souvent que y a des personnes qui commencent à faire des vidéos tous les jours, qui montrent leurs analyses à eux, en vous disant oui mais regarde ce projet, là où à la fin du mois ce projet il va exploser, c'est obligé. Et au final en fait ils savent pas forcément ce qu'ils disent, ok? Moi je vous fais pas d'analyse, moi je vous montre juste comment ça fonctionne, 2-3 trucs, etc. Parce que moi ça m'intéresse, ok? Mais il y a des gens qui ne s'y connaissent pas du tout,
et pourtant qui sont énormément suivis par plein de personnes, et voilà, il va vous donner des conseils d'investissement littéralement. Je sais même pas si c'est légal au final, donc faites quand même très attention à ces personnes-là, mais déjà regarder un peu des analystes, c'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour avoir un autre regard sur ce qui se passe à un instant T, d'accord? Et même si vous voulez, je sais pas, découvrir de nouvelles figures ou de nouveaux indicateurs, vous pouvez regarder un petit peu ce que font les analystes, essayer de regarder comment dire, quels indicateurs ils utilisent, et essayer de regarder après sur internet comment ça fonctionne, essayer de vous renseigner par vous-même. Ça peut toujours être très intéressant, d'accord? Mon son, c'est encore une fois coupé, une fois n'est pas coutume. Il faut vraiment que je termine cette série, décidément. Je pense que le message est clair. Du coup, on sait que tout ce qui est formation, c'est pas très intéressant, parce que soit c'est trop cher, soit c'est assez frauduleux. Et on sait que sur les vidéos YouTube, il faut faire très attention. Alors du coup, où est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens où c'est un peu plus safe, un peu plus intéressant, ou des choses comme ça? Eh bien oui. D'accord, et je vais vous en donner deux. Alors le premier, c'est de passer par des sites internet avec des articles ou des choses comme ça. Alors c'est hyper intéressant parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu vraiment des conseils de merde en fait. J'ai jamais vu des personnes dire n'importe quoi sur un site internet ou des choses comme ça. Pour une raison très simple, c'est que la plupart du temps, vous avez plein de sites un peu dans cet univers d'investissement, crypto, trading, bourse, etc. Et en fait, c'est souvent des sites qui ont un aspect très communautaire. C'est-à-dire que si tu as une personne qui commence à dire n'importe quoi, souvent c'est bon, tout le monde vient le corriger, c'est bon, il a arrêté de faire n'importe quoi. Et en plus, d'une manière générale, les personnes qui viennent mettre leur article, leur expérience, c'est souvent des personnes qui ont énormément d'expérience, qui viennent d'un milieu professionnel en quelque sorte, d'accord? Moi je suis là, je suis dans ma petite chambre comme ça. Mais eux, c'est des personnes qui ont déjà été dans des front office ou des choses comme ça, donc c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Deuxième chose qui va vous permettre de vous améliorer énormément, c'est des livres en fait. D'accord, vous aurez énormément de connaissances dans des livres, et vous ne savez même pas à quel point les livres peuvent répondre à n'importe quelle question. C'est-à-dire que vous vous posez une question qui est hyper précise, vous avez un livre qui va vous répondre à cette question, d'accord? Et des livres un peu comme ça sur des analyses techniques ou des choses comme ça, vous en avez énormément, et je vous invite vraiment à les découvrir parce que je sais qu'ils sont pas mauvais et que vous en avez pas mal, d'accord? Et paradoxalement, c'est un peu moins frauduleux, c'est-à-dire que il n'y a pas énormément de livres de merde qui viennent vous dire un peu alors faites attention quand même, hein, attention, mais voilà, vous pouvez toujours commencer par bah tiens, j'en ai ici. Moi je sais que souvent quand je m'intéresse à des milieux qui sont un petit peu plus techniques, j'hésite pas à acheter les livres pour les nuls pour commencer, parce que souvent ils sont pas trop dégueux quand je commence un petit peu dans un domaine ou des choses comme ça, parce que vraiment il y a beaucoup d'informations, d'accord? Donc pour commencer c'est peut-être un peu lourd, mais c'est un très très bon début, d'accord? Et je sais que il existe un livre pour les nuls sur les analyses techniques. Je crois que je l'avais vu à la Fnac il y a quelques temps. Je l'avais feuilleté un petit peu, il y avait quand même pas mal de points qu'on a vus ensemble. Il y avait aussi d'autres choses sur lesquelles je vous ai pas forcément sur lesquelles j'ai pas forcément fait de vidéo, par exemple le retracement de Fibonacci, j'en suis sûr qu'ils en parlent, etc., etc. Donc bon, ça peut toujours être très intéressant. Donc voilà. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vous invite donc à découvrir un peu ce monde-là. N'ayez pas peur d'acheter des livres, même de les lire ou des choses comme ça. Je sais que voilà, je ferai peut-être une vidéo sur les livres qui sont intéressants à lire, et même comment les lire, parce que même moi je déteste lire en final. Moi si je lis, c'est vraiment pour les informations qu'il y a derrière. Mais bref, n'hésitez pas à vous renseigner derrière. Faites attention aux youtubeurs que vous regardez, d'accord? N'achetez pas forcément de formation directement parce que c'est rarement intéressant. Donc bon, je vous souhaite quand même une bonne continuation, là-dedans. Et sur ce, moi je vous laisse. Et je vous dis quand même à une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série de vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.